Merci beaucoup d'être là ce soir pour la premier épisode d'une série pour laquelle je voudrais remercier Passaporta et en particulier Adrienne Nizet d'avoir voulu qu'elle existe, qui est une série de rencontres consacrée à quelque chose de peut-être un petit peu différent, un petit peu particulier, en tout cas par rapport à ce que l'on peut entendre ici à Passaporta, ou ce qu'on peut peut-être entendre d'ailleurs en général dans le milieu des lettres, n'est-ce pas, le milieu du livre, c'est-à-dire une série de rencontres qui vont être consacrées à s'intéresser ensemble, avec une série d'invités, à une question qui me préoccupe beaucoup, aussi bien comme éditeur que comme auteur, qui est la question de ce que c'est qu'au fond, au XXIe siècle, écrire un essai. Alors, on sait très bien que la parole essayistique est une parole qui aujourd'hui est captée à la fois par le monde de l'université et puis par le monde un petit peu narcissico-terrasse comme ça de Saint-Germain-des-Prés. Vous savez, l'essai, c'est quelque chose qui est tiré entre, d'une part, cette espèce de savoir qui tenterait de nous faire penser que la forme du livre, la forme de l'écriture, etc., sont des formes qui sont des formes relativement neutres. Yeah. Et d'un autre côté, une forme, au contraire, qui prendrait toute la place par rapport au contenu. Hein, c'est l'essai de celui qui observe le monde depuis, en effet, la terrasse de café ou bien la plage ou son balcon, etc. Bon, je suis un peu persuadé qu'il y a d'autres modalités possibles d'une écriture qui n'est pas une écriture romanesque, qui n'est pas une écriture poétique ou qui n'est pas une écriture théâtrale. Il y a quelque chose comme une histoire très très longue, très complexe de ce genre particulier qui est celui de la prose, qui essaye de faire passer quelque chose au-delà de la prose. Vous me direz, c'est le propre de tous les genres littéraires, mais disons qu'il y a des décisions qui sont des décisions parfois plus fortes ou plus intenses qui ont été menées dans cette direction. Et c'est pour ça que je suis très très content de pouvoir vous proposer tout au long de cette année, peut-être, sait-on jamais, encore toute davantage. Ouais, non, toute ma vie. Une série de rencontres, de conversations avec des figures comme ce soir, pour inaugurer cette série, Paco Mtielman. Une série donc de personnalités qui travaillent la question de l'essai indépendamment du concept, indépendamment de la vérité ou de ce qui en tiendrait lieu, dont ils seraient porteurs éventuellement, dont ils seraient les véhicules, c'est-à-dire qui pensent la forme même de ce que c'est un livre, la phrase à l'intérieur de ce que c'est un livre, au moins autant que l'idée, en tant que, si vous voulez, pour reprendre la fameuse formule de Buffon, suivant lequel le style c'est l'homme même, et d'une certaine manière on pourrait dire que la pensée c'est le style même, quelque chose comme ça, ou le concept c'est le style même. Bon. Donc Paco Mtielman, dont je vous dirai un mot dans un instant pour ceux d'entre vous qui ne le connaissaient pas, honte sur vous. Mais je vais vous dire un mot des différents autres personnages, autres invités qui vont nous rejoindre. Le 14 décembre, tout d'abord, il y aura Peter Zendy qui sera parmi nous. Le 16 janvier, Bruce Bégou. Le 6 février, Emanuele Coccia. Et le 13, il y a une validation au premier rang, merci. Voilà. Et le 13 mars, Vinciane Després. Donc ils viendront tous nous parler en effet de ce rapport très particulier qu'ils ont à la forme, de ce rapport qu'ils ont à l'écriture, de ce rapport qu'ils ont au livre. Et donc ce à quoi vous devez vous attendre évidemment ce soir, c'est pas tellement... nous allons parler évidemment du dernier livre de Paco Mtielman, La victoire des 100 rois, mais nous allons faire surtout beaucoup de détours, nous allons essayer de rentrer à l'intérieur de l'atelier privé, personnel et peut-être secret. La boutique des horreurs. Exactement, de sa manière d'écrire. Alors Paco Mtielman, puisque nous en parlons, Paco Mtielman qui développe depuis de très nombreuses années une œuvre, qui est une œuvre abondante, une œuvre qui se situe aux confluences entre... C'est assez difficile à dire, évidemment, aux confluences d'une œuvre qu'on pourrait caricaturer très vite en disant que c'est une œuvre d'exégèse de la pop culture, voire même de la culture en général, une œuvre qui couvre un ensemble de livres qui ont porté aussi bien sur les Beatles ou Frank Zappa que sur Gérard de Nerval, sur les bandes dessinées de Matt Conture, sur Led Zeppelin, sur l'histoire de Harakiri,
une fiction aussi, au sens propre du terme, un roman qui s'appelait Soap Apocryphe, etc. Une série d'autres livres, un livre sur la série Lost, un livre sur la série Twin Peaks, La main gauche de David Lynch, et donc plus récemment le livre que vous avez ici devant, La victoire des 100 rois, sous-titré Révolution gnostique, une exploration de ce corpus très étonnant de textes découverts en 1945, mais seulement rendu disponible en français au début des années 2000, les textes dits de Nag Hammadi qui donnent et bouleversent, ou donne en bouleversant une image de ces figures considérées très vite dans l'histoire de la chrétienté comme des hérétiques, en tout cas dans les premiers siècles de l'histoire. Donc voilà, c'était pas d'un livre en particulier dont nous allons parler, c'est plutôt d'une forme. On est très très éloigné quand même. Il y a une espèce d'immense vide comme ça. Non mais on va se tenir un petit peu chaud. Voilà. La question est pourquoi de tous les genres possibles, celui que tu as choisi comme véhicule privilégié de ton travail, c'est précisément celui de l'essai. Grosso modo, les grands modèles, les grandes figures qui sont données comme des figures indépassables et qu'on peut avoir dans la poésie ou dans le roman et qui sont des figures un peu impressionnantes, autoritaires, ou dans la philosophie évidemment, ou dans la mystique. Dès qu'on arrive sur la question de l'essai, ça se passe pas du tout comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a rien qui fait loi véritablement. C'est un genre qui encore aujourd'hui cherche véritablement cherche son histoire, cherche ses intercesseurs, cherche ses références, cherche ses sources, cherche même son usage. Donc du coup, c'est un domaine qui est très intéressant parce qu'on peut encore le modifier énormément. On peut le faire passer à des endroits où il n'avait pas l'habitude d'être. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, désolé, je suis assez bavard, donc désolé Laurent, tu le sais très bien. Donc, quand j'ai commencé, le premier essai que j'ai écrit, il y avait une forme de hasard là-dedans, ou de chance pour moi. C'est celui sur le mythe de la mort de Paul McCartney. Avant, je n'avais pas écrit d'essai. Il se trouve que j'avais écrit 2 articles sur la pop, on va dire, enfin un article sur Residence et un sur Peggy Lee dans une revue qui s'appelait Musique à Valsa. Et la personne qui faisait cette revue a décidé de lancer une maison d'édition. Et c'est Bastien Gallet. Et puis, on se rend compte, quoi, il dit qu'il annonce la création de sa maison d'édition. Est-ce que tu aurais des livres Est-ce que tu as envie d'écrire un livre ? Et puis moi, un peu comme un défi, mais vraiment comme un défi, pour me marrer. Mon ami Thomas, avec qui je fais des films, il était là ce jour-là, il pourrait témoigner. Je lui ai dit, si tu veux, je peux te faire un livre sur la mort de Paul McCartney. Mais franchement, quoi, c'était un livre que j'aurais aimé lire. Ce livre me manquait pour moi. J'aurais aimé pouvoir lire le livre sur le mythe de la mort de Paul McCartney, mais je ne pensais pas vraiment être capable de faire ça sérieusement. Enfin, je me disais, et comme il a dit chiche, quand je suis rentré chez moi, que le lendemain, j'ai commencé à relire des textes sur cette question-là et à revoir les disques des Beatles et à rêver une sorte de livre idéal que j'aurais lu adolescent et qui m'aurait à la fois fait peur, inquiété et appris des choses en même temps et fait rire, j'ai commencé à essayer d'écrire comme ça. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu, c'était l'idée qu'on pouvait écrire un livre où il y avait des pans entiers qui étaient des pans d'idées, mais aussi des pans entiers qui étaient des pans narratifs. Donc immédiatement, je pouvais rentrer dans quelque chose de très narratif, de raconter l'histoire du mythe de la mort de Paul McCartney, et que je pouvais entremêler la dimension narrative, comme un livre d'histoire, et en même temps, ou romanesque, et en même temps, y insérer un peu partout, comme une deuxième voix, qui était en train de commenter, de mettre en doute, de renverser, ou d'interpréter le cours du récit. Et assez vite, alors que c'était parti pour être un essai, et c'était parti sur un essai sur le mythe de la mort de Paul McCartney, j'ai commencé à le voir comme une suite. Les chapitres devenaient une suite d'épisodes, comme une série, il y aurait des épisodes. Donc l'ouverture de chaque chapitre était une mise en place. Donc au début, il y avait une mise en place encore un peu classique, et puis au bout d'un moment, il fallait que l'ouverture de chapitre aille, comme les épisodes de X-Files où on va dire le pré-générique, il n'y a pas les héros. C'était la même idée. Le premier paragraphe, les 2 premiers paragraphes, fallait pas qu'il y ait le thème principal, fallait qu'on puisse y arriver. Et donc l'idée qu'on pouvait mettre en scène une réflexion avec des techniques quasiment de récit me plaisait plus que tout.
ça m'excitait au plus haut point. Et donc j'ai commencé à le construire comme ça, avec le mythe de la mort de Paul McCartney. Et je me disais, il faut relier ça à la question de comment les chansons des Beatles ont été interprétées par Charles Manson dans l'histoire du meurtre de Sharon Tate. Et ensuite aussi comment la mort de John Lennon avait été informée, enfin le fan qui allait tuer John Lennon, aussi de chansons, de récits, etc. Les chansons de Todd Rundgren, comment des rivalités entre musiciens aussi après étaient quasiment des positions de rapport au monde, la dimension messianique de la pop, sortir de la dimension messianique ou la conserver. Et donc en revers, donc le livre après commençait je me suis dit tiens, je vais peut-être poser des questions sur le rôle du diable dans le christianisme, puisqu'il y avait toujours l'idée est-ce que la pop est satanique, donc après est-ce que Satan est lui-même pop, ou comment, et puis les choses se renversaient comme ça, et c'était hyper comment dire, c'était très très stimulant. Et je n'imaginais pas que ça me plairait autant, mais ça m'a plu énormément. Donc quand j'ai terminé le livre, à ce moment-là, encore comme une forme de défi, j'ai fait la page du même auteur apparaître. Et j'ai mis Économie Esquimau. Et j'avais aucune idée de ce que je foutrais dans le bouquin. J'ai mis ça comme une blague. Mais il se trouvait que sur la maquette du livre, au bout du compte, le truc était resté. Et puis pendant un moment, je pouffais comme un idiot. Et puis je disais, putain, à un moment, il faudra que je leur dise que ça ne veut rien dire à apparaître Économie Esquimau. Et puis... Et puis Bastien, quand le livre était prêt à partir à l'imprimeur, il dit ah, c'est formidable. Alors là tu as commencé Économie Esquimau, tu nous le fais pour quand? Puis là, je me suis dit, moi, c'est trop agréable de faire des essais, je vais continuer. Et puis j'ai peut-être des trucs à réfléchir là-dessus. Il y a peut-être quelque chose à... Alors, du coup, Économie Esquimau, qui était une blague, mais le titre lui-même était venu tout seul. Mais il s'est associé soudain à une chanson de Zappa, enfin disons que à la chanson Don't Eat the Yellow Snow, où c'était Dreamed I Was an Eskimo, etc. Et my mother cried, my mother said, don't go to the show and don't eat the yellow snow. Et donc il y avait le truc, c'était peut-être que cette chanson-là de Zappa, qui raconte un rêve où il est un Eskimo, et Save Your Money, Don't Go to the Show. Économise, ne va pas au spectacle. Économise, ne va pas au spectacle. Ah, ça doit venir de là, Économie Esquimau. Enfin, c'était quasiment de l'ordre de l'interprétation de la blague. Et du coup, ça m'a encouragé à écrire un livre sur Zappa, et qui devait aussi être un livre sur est-ce qu'il y a une stratégie ou des méthodes pour atteindre ce que, à travers une forme complètement différente et étrange et parallèle, et qui ne soit pas dans l'opposition directe au modèle américain, mais qui soit dans une espèce de rêve d'esquimocratie, une forme de politique du bonheur ou un truc comme ça. Et c'était ça. Et donc c'était Zappa, mais du coup c'était Zappa avec les Residents aussi, comme dans le précédent il y avait les Beatles avec les Residents. Enfin, tout de suite je l'ai pensé comme un miroir. À ce moment-là je pensais que j'écrirais que 2 essais, qu'il n'y aurait que Poppermost et Économie Esquimau. J'ai toujours pensé que l'essai serait le dernier, qu'après je ferais autre chose. Bon, ça n'a pas été... Et donc, du coup, j'écrivais l'essai en me disant, bon, bah, je règle... Et puis là, Économie Esquimau, j'ai pris beaucoup plus de temps que Poppermost. J'avais pris du temps déjà, mais Économie Esquimau, j'ai pris 6 fois le temps ou 7 fois le temps de Poppermost. Et je me suis dit, ce livre-là, il doit changer ma vie. Donc, je vais régler tous mes problèmes en l'écrivant. Ça va être mon espèce d'auto-thérapie de toute ma jeunesse. Et en même temps, à travers ma figure tutélaire, mon héros, Frank Zappa, l'idole de ma jeunesse, mon Elvis, mon Don Quichotte, mon tout, quoi. Mon tout, mon moi. Toi, Zappa. Et donc... Et du coup, c'était... il fonctionnait aussi en miroir du premier, donc du coup il y avait des espèces d'éléments qui devaient construire l'essai. Pas seulement, en fait, il devait repasser aussi par des mêmes chemins. C'est-à-dire qu'il y avait aussi l'idée que lorsqu'on fait un essai, comme de toute façon il parcourt le cycle d'une pensée ou le cycle de la vie, il va repasser aussi par des mêmes thèmes ou des mêmes lieux, un peu comme une nouvelle vie. Il y a une métampsychose, l'auteur se réincarne dans chaque livre. Donc là, c'était ma métampsychose, enfin la métampsychose de Poppermost dans Économie Esquimau. Et donc du coup, ça repassait par un certain nombre de terrains ou de questionnements sur le végétariat, sur la fonction du rock, sur la fonction de l'art, la société, sur la politique ou sur le mythe ou tout ça.
mais avec un autre véhicule, le véhicule Zappa par rapport au véhicule Beatles, qui est très différent en termes de succès, qui n'est pas, pas le même type de star. Et donc du coup, pas non plus le même type, même s'il retraversait les mêmes lieux, il n'allait pas les retraverser de la même façon. Et la question de la tournée, la question du travail et tout ça. Voilà. Alors, tu as dit toute une série de trucs évidemment très importants. Et ce sur quoi j'aimerais revenir immédiatement, c'est cette idée que tu as dit au début, c'est-à-dire j'ai fait ça, j'ai fait ce livre en me disant tiens, il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans. Comment est-ce que tu définirais le truc qui y avait à faire pour toi, en tout cas le truc qui t'a appelé en disant ça je peux le faire, les autres le font pas? Il y avait aussi un truc qui était de l'ordre de ma déception face au livre sur la musique pop au début. Et après ma déception aussi face au livre sur d'autres thèmes. Mais qui étaient des livres... enfin, je ne veux pas les critiquer parce qu'ils m'ont aussi beaucoup apporté, quoi, mais où j'avais envie que ça aille ailleurs. J'avais envie que ça produise autre chose. Il y a un truc... Il y a plein de choses, enfin comment dire, si je me transforme d'être de monsieur content à monsieur pas content, si je passe dans la collection bonhomme monsieur Bougon, quand je regarde un livre de rock, je peux être très vite monsieur Bougon. Parce qu'il y a un côté, comment dire, plancher des vaches par moment qui m'agace, ou alors l'admiration face au grand homme, la surenchère biographique, l'absence de réflexion sur la poétique d'un artiste, sur même la musique, sur les univers qui sont transportés, et surtout sur à quel type d'auditeur ça s'adresse. Un portrait de l'auditeur, ou qu'est-ce que ça a opéré comme transformation sur l'auditeur. Comment l'auditeur était plus le même entre le moment où il était fan des Beatles et le moment où les Beatles sont sortis Sgt Pepper. Qu'est-ce que ça a transformé chez eux? Qu'est-ce que ça a apporté en termes de kaléidoscope qui produit une vie nouvelle? C'est-à-dire quand soudain la personne qui écoutait Help ou Hard Day's Night se met à écouter Sgt Pepper, cette personne, elle se met aussi à se dire et si j'écoutais Ravi Shankar, et si je lisais Bhagavad Gita, et si Jung, et si Marx, et si Lewis Carroll, comme il y a sur la pochette, etc. Et où ça devient une espèce d'aventure. Et puis aussi c'est un auditeur qui se met à délirer sur les paroles. Et tout ce truc de, on écoute des paroles, qu'est-ce qu'elles veulent dire, et on délire là-dessus, et ça m'a toujours énormément plu, et rentrer dans une enquête. Et pourquoi est-ce qu'on aime tellement rentrer dans des enquêtes, et quel type d'enquête? Et tout ça, pour moi, ça manquait cruellement. Par moments, j'avais un petit peu de ça, dès que, grosso modo, on touchait quelque chose qui était un peu mystérieux dans la carrière d'un musicien ou d'un machin, et je me disais, ça va très vite sur le sensationnel, mais qui n'est pas sensationnel quand on le connaît, quand on le sait, on l'a vu 1000 fois. Donc je me disais, il y a peut-être une manière de faire un autre type de livre par rapport à ça. Et qui les confronte de façon beaucoup plus violente et objective à ce qui fait ce qu'on appelle la culture avec un grand K, quoi. Enfin, qui grosso modo qui dit moi je veux bien que la grande culture ça passe pour vous par je sais pas Bach ou le grand théâtre ou la grande musique et tout ça, mais en réalité l'incidence de cette grande culture sur l'homme d'aujourd'hui est pas inexistant, mais elle est extrêmement légère. Donc en fait, on peut quand même considérer que, ça vous plaise ou non, la pop culture est la culture de notre époque. Donc on peut peut-être essayer de commencer à réfléchir sur ce qu'elle a produit, pas seulement en termes sociologiques ou politiques ou tout ça, mais aussi en termes poétiques. Quelle poésie elle a amené, quelle vie elle portait. Mais ça, c'est arrivé plus tard dans ma vie parce que les questions liées à vraiment la spiritualité ou la mystique, la métaphysique sont arrivées plus tard. J'étais un espèce de hungry young man encore à l'époque. Mais déjà, il y avait un soupçon de tout ce qu'il pouvait y avoir aussi d'un renouvellement de la question du rapport à la métaphysique ou à la spiritualité qui soit un rapport complètement autre. Mais ça, il a fallu attendre pour moi 10 ans avant que je découvre les textes gnostiques, que je commence et puis 10 ans de plus avant que je me sente habilité par
par une autorité suprême imaginaire, habilité par un ami imaginaire pour faire le livre. Alors, tu disais, ok, il y avait cette espèce de figure repoussoir du livre rock, un petit peu, qui annonce les mêmes anecdotes, etc., et qui, au fond, ne provoque aucun court-circuit, ne crée aucun dehors, et surtout ne s'adresse, au fond, à personne, si ce n'est aux fans qui ont envie de réentendre en permanence le même gossip. Mais alors, si on regarde de l'autre point de vue, est-ce qu'il y avait d'autres gens, ou d'autres figures ailleurs peut-être, je ne sais pas, qui elles pouvaient créer un effet d'appel par rapport à ça, qui ont contribué dans la structure de ton travail à justement susciter cet appel du dehors, ou bien c'est vraiment quelque chose qui est une espèce de génération spontanée, comme une espèce de désir ou de cri. Non mais ça c'est tout à fait possible, en disant non, c'est pas ça les Beatles, c'est pas ça Frank Zappa, plus tard, c'est pas ça Led Zeppelin, c'est pas ça Gérard de Nerval, etc. etc. J'avais une culture, assez classique et courante par rapport à ça, c'est-à-dire que j'avais quand même l'impression ou l'idée que dans le passé, ce qu'on avait considéré comme des moments de réflexion ou des moments de machin se jouait par rapport à l'art populaire de cette époque-là et pas seulement par rapport à un art ou des références esthétiques, on va dire autorisées en termes universitaires ou en termes de bon goût, mais qu'on allait chercher, je sais pas quoi, le théâtre élisabétain. Bon, c'est quand même les pièces de théâtre élisabétain étaient jouées dans des endroits où on pouvait mourir, où il y avait des gens qui baisaient dans la salle, qui étaient couchés, ça criait dans tous les sens. Enfin, une pièce de Shakespeare n'était pas jouée dans un grand théâtre avec toute l'autorité qu'on y met, mais c'était le punk de l'époque, quoi. Enfin, c'est bête de dire ça, mais il y a un truc comme ça. Et donc, du coup, aussi, quand je voyais aussi la manière dont les surréalistes ou plus tard Walter Benjamin aussi sont allés chercher dans des objets qui sont des objets pas considérés comme nobles pour leur époque, leur source d'inspiration. Oui, il y avait tout ça. Il y avait la passion des surréalistes ou de Breton pour le Grand Guignol, Artaud et le burlesque. Mais bon, ça fait très, ça fait très le petit Pacôme qui regarde les grands et qui dit tiens, peut-être que j'ai le droit s'il fait ça. Mais c'est comme ça. De toute façon, quand on commence à écrire très vite, on a peur parce qu'il y a tellement de types géniaux qui ont fait des livres et qui ont né et tout ça. Et l'essai, d'une certaine façon, a un côté décoinçant, on va dire, parce qu'il y a aussi tellement d'essais qui sont de l'horreur. Et l'essai est une forme qui, tu l'as dit tout à l'heure, qui est pas très claire entre un universitaire qui fait un livre de vulgarisation, un journaliste qui fait un article rallongé, ou un homme politique qui doit passer à la télé, donc pour passer à la télé, comme il n'a pas d'actu, il fait un livre, etc., etc., etc. Donc en même temps, c'est une espèce de forme poubelle. Et si c'est une forme poubelle, c'est pas grave, tu as le droit de construire ton propre déchet et ça passe, tu vois, c'est discret. Si on va pas te dire ah, donc votre essai, c'est pas Walter Benjamin. Oui, non, mais c'est pas Patrick Balkany non plus, hein, ça va. Non, j'exagère, mais à peine. Il y a un côté, il y a très peu de jugement de valeur sur les essais à partir du moment où c'est pas considéré comme des essais de philosophie. C'est un essai de philosophie. Oui, là, tu déconnes plus, il était dans la cour des grands. Mais si c'est un essai, tu es supposé pouvoir aussi, mais c'est aussi quelque chose qui te permet de prendre des risques. Et de risquer un truc qui est une électricité assez étrange que je trouvais, qui était quand je commençais à faire, ce que tu as dit tout à l'heure, l'exégèse de la pop ou l'exégèse de la chanson pop. C'est-à-dire, il y avait un truc, il y a une dimension quasi parodique en même temps, mais la parodie sérieuse, c'est-à-dire prendre une chanson des Beatles, la maqueter comme un poème de Hölderlin, parodier un peu comment Heidegger va lire un poème de Hölderlin. C'est pas de la parodie vraiment parce que je vais pas faire semblant de faire du Heidegger ou je sais pas quoi, mais il y a le côté bon, je viens de traduire ma chanson des Beatles parce que j'aime bien aussi faire une espèce de traduction sauvage, des fois en
des fois, elle est discutable parce qu'elle est, elle est pas d'un vrai traducteur, mais je le fais sérieusement quand même. Je dis ça, il faut que ce soit un peu rigolo, mais j'essaie de le faire. Je le fais, ça peut prendre beaucoup de temps aussi, parfois. Et donc, je fais la traduction de la chanson, et à partir de ce moment-là, je commence à l'interpréter comme un poème ou comme celui qui a été mon modèle, en fait, mon maître, machin. C'était un prof d'université. Je raconte ce truc, bon, mais ça vous dira rien parce qu'il a disparu. C'est pas une fiction, c'est vrai. Mais c'était un type que j'ai connu. J'ai fait très peu l'université. J'ai fait 2 ans, un DUG de lettres, et j'avais un professeur à l'université qui s'appelait Monsieur Bensoussan, qui restait 1 an et qui faisait ses cours sur Proust. Il prenait une phrase de Proust et puis il l'interprétait, mais autant de temps qu'il avait besoin. C'est-à-dire que ça pouvait aller sur plusieurs cours, 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures. Et en fait, dans cette seule phrase qu'il avait extraite, il réussissait à expliquer toute la recherche du temps perdu, mais également il pouvait retraverser toute l'histoire de la culture littéraire et des 4 derniers siècles, ou alors rentrer dans des explorations mystiques. Et c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Et il y avait un côté, j'avais envie de faire un peu comme lui, mais sur une chanson des Beatles ou sur une chanson de Zappa. C'est-à-dire, je vais prendre cette chanson et je vais voir jusqu'où elle va me mener. Je vais commencer à la défricher, couche après couche. C'est de l'exégèse de textes sacrés. Lui, il le faisait sur des textes littéraires, mais comme une exégèse de textes sacrés, à sa manière. C'était un jeune mec, c'était un type de, je sais pas quoi, 25, 27 ans. Il faisait ça. Vraiment, et on sentait qu'il prenait un plaisir fou là-dedans, mais que c'était sérieux aussi. C'est-à-dire qu'il espérait bien à un moment ou un autre trouver la vérité en faisant ça, ou trouver l'illumination, avoir le. Et moi, quand je le voyais, il y avait des moments où j'avais une espèce de lumière, et c'était, mais c'est ça, mais donc c'est ça écrire, mais donc c'est ça lire, mais c'est une activité qui peut, comment dire, ça doit pouvoir être sans fin. C'est un truc lié à... on doit pouvoir voir miroiter l'absolu là-dedans. Et c'est pas pour dire que c'est... Comment dire ? C'était pas mieux ce qu'il faisait que... C'était autre chose. C'était pas... L'exégèse à ce moment-là n'était pas un accompagnement de l'œuvre, elle devenait autre chose. L'œuvre de Proust, elle en sortait grandie quand même malgré tout. Enfin, je veux dire, elle n'avait pas besoin, mais elle sentait grandie dans le sens où elle était nourrie de toute cette réflexion. Alors, moi, je ne peux pas lire Proust aujourd'hui sans entendre Bensoussan. Mais en même temps, il produisait quelque chose qui pouvait aller ailleurs aussi, qui était son expérience propre. J'ai appris beaucoup plus tard, quand j'ai commencé à lire les textes sacrés comme ceux de Sohravardi, la phrase de Sohravardi, lis le Coran comme s'il n'avait été écrit que pour toi. C'est la même chose, il lisait Proust comme si ça avait été écrit que pour lui. C'est-à-dire qu'en lisant Proust, il retraversait les mondes, il retraversait l'infini, etc. Il allait... machin. Et il y avait cette, comment dire, ce modèle-là de ce mec, quand j'ai commencé à faire ça avec Penny Lane ou avec Strawberry Fields Forever. Et c'était fou tout ce que je trouvais. C'est-à-dire que c'est pas que j'étais formidable, c'était que l'exercice lui-même, à partir du moment où on le fait, c'est comme un yoga, c'est comme une pratique, c'est-à-dire que c'est quelque chose, ça devient tout seul. La chanson, il y a les paroles, il y a la musique, il y a la façon, il y a l'écart entre les deux, il y a l'arrangement, il y a les instruments, il y a l'histoire des instruments. J'ai déjà discuté avec des musiciens où c'est pareil même quand ils jouent. Un mec comme Eivin Kang, qui est pour moi, en dehors d'être aussi un immense musicien, et quelqu'un qui m'inspire beaucoup aussi dans sa pensée. J'avais discuté avec lui, et où il disait, quand on joue, tout rentre en compte. On ne peut pas tout visualiser, mais si on joue et qu'on pense que l'instrument dont on joue, il a une histoire, mais aussi le mec qui l'a construit une histoire, et aussi les notes qu'on joue ont une histoire. Et toutes ces choses-là rentrent et nourrissent l'interprétation, et donc on arrive quasiment dans un espace multidimensionnel, et ça se fait surtout, ça marche évidemment énormément dans la musique modale, c'est-à-dire donc la musique orientale, indienne, iranienne, afghane, etc., où c'est quelque chose qui se déroule et qui se réenroule, et qui se déroule et qui pourrait être sans fin, parce qu'en fait c'est un constant rappel, une constante méditation sur ce qui vient d'être joué, et c'est quelque chose qui fait monter, c'est aussi comme une ivresse de l'infini. Et le truc formidable, c'est que quand on se met à écrire là-dessus, on peut obtenir au moins cette sensation
C'est-à-dire qu'on a la sensation de rentrer dedans. Et c'est ça que j'adorais. C'est-à-dire, voilà, si je dois être vraiment au plus profond du truc, pourquoi j'écrivais des essais? Parce que c'était comme ça, enfin, que j'avais l'impression de rentrer dans les chansons que j'aimais. Strawberry Fields Forever, à force d'écouter, de décrypter, d'écrire sur l'introduction Mélotron, quasiment de créer une narration sur l'introduction Mélotron, de créer une narration sur la première note de basse, sur les développements, le rapport entre les paroles et la musique, le moment où il y a une coupure, l'histoire de l'enregistrement et tout ça, tous ces trucs-là faisaient, comment dire, alors il y avait le truc du profiler qui se met dans la tête du serial killer, mais quoi, il y a un truc comme ça aussi c'est une forme spécifique de l'exégète comme profiler qui se met dans la tête de l'œuvre elle-même, qui commence à quasiment la spatialiser, à la voir. Vous voyez ce moment où soudain quelque chose que vous aimez, vous arrivez à le voir, mais quasiment comme un palais. C'est une image du palais de mémoire en fait. C'est la construction d'un palais de mémoire avec les œuvres. C'est-à-dire que soudain se visualise, mais c'est presque un état de transe quoi. Tout ce qui compose quelque chose qui est dans le temps vous apparaît comme spatial. Et vous voyez tous ces trucs-là, et c'est d'une beauté incroyable, et ça n'arrive que parce que vous n'avez cessé de le ruminer. Je crois que ça construit ça. Et après, jusqu'où ça peut vous amener? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vous rester toute votre vie ensuite. Et pour chaque, évidemment, ça va sans dire, pour chaque médium artistique, il y a une forme de l'exégèse qui va devoir être trouvée. C'est-à-dire que pour la chanson, pour la pop, c'est devenu un mélange entre finalement l'analyse de poèmes et, mettons, le roman policier ou le roman de science-fiction avec intrigue. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait des espèces d'éléments de narration, avec des éléments de l'enregistrement, ou des anecdotes sur les musiciens, comme il y avait dans les livres de rock, et en même temps de la poétique, et tout ça crée une espèce comment dire, de frottement ou de machin qui produisait un nouveau type de signification, une nouvelle manière de l'écouter ou de le lire. Et après, pour d'autres formes, il fallait trouver. Ça marche pas pour ce qu'on fait sur la chanson, peut pas marcher sur le cinéma, par exemple. Donc là, il a fallu que j'invente quelque chose de très différent. Ça a été comment dire, ça a été un des moments les plus passionnants. Je vous rends, c'est des très intimes. Hein, c'est des moments passionnants, mais où je suis tout seul, donc c'est un peu passionnant pour moi. Mais bon. Pour les autres, c'est juste un mec sur son bureau. Qui s'excite tout seul, qui fait ça y est, je trouve. Ah, j'ai raté. C'est perdu. Mais qui était de devoir, comment dire, trouver une manière. En fait, c'est aussi la création de trans spécifiques. Il y a une forme qui est une forme écrite, mais il y a aussi une forme mentale préalable qui fait qu'on va écrire là-dessus et qui donne une forme à la façon dont on va l'écrire et qui est l'approche des œuvres. Et ça, c'est un truc je ne pensais pas que ça me passionnerait autant, j'en savais rien, évidemment, avant de commencer. Mais à un moment, on m'a proposé de faire un cours de cinéma au Forum des Images. Zineb Jouvenot, qui était programmatrice au Forum des Images, qui m'a proposé de participer à un programme du Forum des Images. Forum des Images, c'est un truc à Paris, c'est un lieu où il y a des projections de films, des machins, et il y a aussi ce qu'ils appellent des cours de cinéma, mais qui sont pas des cours, il n'y a pas des étudiants en face, il y a un public. Donc on se met à parler sur un film. C'est quelque chose que j'avais jamais fait. Je savais que ça existait, mais j'avais jamais fait ça. Et presque comme un défi, ça me faisait vraiment marrer, j'avais pris un film qui était un film qui avait été notoirement détesté, que moi j'aimais beaucoup, mais qui était compliqué à aimer parce qu'il était très dur, qui était Antichrist de Lars von Trier. Et qui est un film, qui est un des films avec le pire dossier de presse du monde, quoi. Enfin, c'est la réaction de la presse, des critiques, tout ça a été vraiment, mais alors ça allait entre scandalisé, choqué, l'atterré, les insultes, mais ça allait très loin. Je me suis dit bon, je vais faire un cours de cinéma sur Antichrist. Sachant en plus que probablement dans la salle il y aura des gens qui auront détesté le film et qui se diront comment on peut défendre un film pareil, c'est pas possible, quelle horreur, etc. Bon, il y a des gens qui adorent aussi, et puis bon, mais comme souvent ils sont moins on les entend moins. Et donc après la question c'était mais comment je vais faire ce truc là,
étant donné que j'aurais pas comme comment dire, base presque narrative la chanson, c'est-à-dire je vais pas mettre des images du film comme ça et puis écrire autour, ça va pas. Donc il va trouver une forme spécifique qui va me permettre de pouvoir rentrer dedans. Et donc du coup en fait ça a été presque de l'ordre de la reconstitution. C'est-à-dire que j'ai commencé à revoir le film plusieurs fois. Et au bout d'un moment, je me rendais compte que pour autant, il y avait toujours des moments où mon attention baissait, où je passais à côté de détails. Je me rendais compte qu'il y avait des choses qui m'échappaient quand je regardais un film, et que c'était ces choses qui m'échappaient qui peut-être allaient me donner des outils. Donc du coup, j'ai commencé à vraiment le resynopsiser de la façon la plus précise possible. Ce qui est un truc, bon, c'est un peu cinglé, mais en fait, quand on commence à le faire, c'est vraiment passionnant. C'est-à-dire que j'ai commencé à noter les séquences, la durée des séquences, des fois même la durée des plans, les paroles, les entrées de chant, les sorties de chant, enfin, à découper le film, mais quasiment comme si je faisais le plan de travail pour refaire le film. Comme un assistant qui doit dire bon bah il va faire, parce que même ça allait des fois jusqu'à compter le nombre de scènes en intérieur, compter le nombre de scènes en extérieur, combien de fois les acteurs reviennent, etc. Enfin bon, un truc comme ça. Sur Antéchrist c'était facile, il y a que 2 acteurs principaux, mais sur d'autres c'était plus, ça joue plus sur ce truc là. Et en fait, en faisant ce truc-là, ça me mettait dans un état particulier. Pareil, c'était l'idée de l'avoir autour de soi, mais quasiment comme quand vous voyez des profilers dans les films. Vous savez, il y a deux formes. Le serial killer, lui, il a une espèce de gros carnet dans lequel il note tout et n'importe quoi. Il colle des articles de journaux, des poèmes écrits avec son sang, des photos de ses victimes où il brûle les yeux et tous ces trucs-là. Vous voyez, toujours c'est comme ça. Le serial killer, il a son scrapbook, là, avec... des fois aussi des fleurs séchées, bon, mais c'est de machin comme ça. Le profiler, lui, c'est le mur de son appartement qu'il investit intégralement de photos, de lignes, de trucs. Vous voyez ce truc-là et puis au bout d'un moment, sa femme le quitte parce que c'est pas possible de vivre dans ce bordel. Puis elle veut pas que son enfant voit ça. Et lui, il est là et puis il commence à errer. Et il regarde ses lignes, ses machins et tout. Et puis au bout d'un moment, clac. Et en fait, c'est comme ça. En fait, j'ai commencé à fonctionner comme le profiler, c'est-à-dire en voyant le film quasiment comme une espèce de crime parfait qu'il fallait étendre, faire des lignes, des machins, des traits, à quoi ça renvoie, à quoi machin, et aussi avec un espèce d'élément là plus de l'agent du FBI à la Lynch, qui était fais fonctionner ton intuition. Singe, tu penses à quoi? La première idée qui te vient, singe, comme ça, pour essayer de produire des images qui éventuellement pourrait à un moment commencer à faire tourner le truc. Et donc du coup ça a entraîné vraiment une autre type d'écriture, mais c'est pas quelque chose que vous trouvez dans le texte, évidemment, heureusement j'ai pas fait cette horreur. Après ça a créé un texte particulier, mais qui est en fait, comment dire, où soudain on a l'impression que l'auteur a l'impression, le lecteur j'en sais rien, que le film est digéré. Donc il peut commencer à en parler dans le sens où il parle de quelque chose qu'il connaît par cœur, quoi. Toute la question, c'est c'est quand on commence à parler de quelque chose, de l'avoir en soi, que ce soit pas un truc extérieur. C'est la même idée que pour la chanson, c'est-à-dire comment faire pour être à l'intérieur. Eivin Kang, dans une phrase qu'il a dite que j'ai repris dans La Victoire des 100 rois, c'est tout le monde veut être à l'intérieur du son. Ce qu'il dit quand il parle des musiciens, il fait everybody wants to be inside the sound. Everybody wants to be inside the sound. Il dit c'est comme ça. Il fait and we're always outside. Et on joue, et on a l'impression d'être toujours trop à l'extérieur du son. Toujours trop à l'extérieur du son. Et c'est la même chose pour moi, quand on fait un texte, on a l'impression d'être toujours trop à l'extérieur encore. Ça va, je veux dire, on est pas loin, mais on rame. On est toujours pas assez à l'intérieur pour pouvoir en parler. On doit encore creuser. À un moment, paf, on se dit, bon, c'est là où je dois être. Je reste là. Et c'est là où on commence à écrire. Et là, c'est assez particulier. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, on est de nouveau dehors. Donc il faut pas s'acharner. Il y a un moment où le truc est fini, quoi. On pourra pas. Après, on fera plus que saloper le truc, quoi. Où on caricaturera ou machin. C'est un état intéressant parce que d'une certaine façon, il crée une dynamique ou une rythmique qui dicte elle-même, de façon quasi rythmique ou organique, le moment où on doit s'arrêter.
C'est-à-dire que on doit faire confiance à cet état. On sait que c'est un état spécifique. Cet état spécifique, il y a un moment où... Et voilà, c'est là où on dit, bon, ok, là, maintenant, c'est le moment où tu commences à corriger. Il y a toujours plein de fautes partout. Il y a une phrase que tu comprends plus. Voilà. Mais alors, la question évidemment que j'ai envie de te poser maintenant, c'est ce travail que tu viens de décrire, et puis il y a certains détails sur lesquels on va revenir tout à l'heure, mais j'ai envie de dire, la question idiote, c'est mais pourquoi est-ce qu'on se donne tous mal, hein? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu disais tout à l'heure pour faire vriller le sens, ou en tout cas déployer des significations étranges, mais pourquoi est-ce que, ou nouvelles, différentes, mais est-ce une question simplement de désir de compréhension? Est-ce qu'il s'agit d'aimer mieux? Est-ce qu'il s'agit d'encore peut-être autre chose? Quel est au fond le but de ce travail, de fourmi, de clair, de clair de... Mais comment dire, quel est le c'est comme si Je trouve il y en a aucun. En fait, c'est comme poser la question du sens de la vie. Mais vraiment, quoi. C'est aussi y a un moment où ça devient ton yoga, quoi. Ça devient ta voix. C'est décevant parce qu'il n'y a pas un truc à ce moment-là véritablement complet. Il y a un inexplicable dans le fait que finalement ça devient un plaisir supérieur à tous les autres, ou si ce n'est plaisir est un terme peut-être un peu trop comment dire épicurien ou machin, parce qu'on se dit putain, en même temps il a l'air d'être bien intense là-dedans, mais est-ce que c'est du plaisir? Peut-être qu'il ferait mieux de manger des fruits, quoi. Plus de plaisir à manger des raisins. Donc c'est un truc où à un moment, alors si on doit vraiment creuser, c'est la question de les œuvres d'art que tu as choisies, elles fonctionnent comme les textes sacrés. C'est-à-dire que tu considères que là-dedans, quelque chose te parle qui dépasse... Oui, ce qu'on n'a pas vraiment discuté jusqu'à présent, c'est que c'est quelque chose qui va contre une lecture qui essaierait simplement de comprendre ce que l'auteur a voulu dire. Ça va vraiment contre ce truc-là. Je veux dire, c'est pas contre dans le sens où c'est pas l'idée de s'opposer à l'auteur du tout. Merci qu'il a fait le truc, on rend grâce. Mais ça va contre l'idée qu'il possède le fin mot de l'affaire. Et c'est cohérent avec l'idée qu'il est inspiré. En fait, c'est un hommage que tu lui rends en disant il y a plus de choses dans ce que tu as dit que tu n'en as rêvé. C'est normal, tu es un artiste inspiré. En tant que tu es inspiré, si tu considères que tu es un artiste, ça c'est une lecture de l'art, hein. C'est-à-dire, est-ce que l'art est simplement la somme de tout ce qu'un artiste a compris, su, techniquement, maîtrisé, voulu, ou est-ce qu'en fait il a fait toute cette construction par rapport à quelque chose qu'il ne sait pas pourquoi, il a besoin de dire ou de faire, où il est agi, où il est obsédé par quelque chose. Et si on pense qu'un artiste est inspiré, ou si on pense par exemple qu'un artiste est en avance sur son temps, c'est ça qu'on veut dire par cela. C'est-à-dire qu'on veut dire que par là, que dans une œuvre d'art, il y a un peu plus de choses que simplement ce qu'il a voulu y mettre ou ce qu'il a décidé d'y mettre. Il y a quelque chose qui, à un moment, est de l'ordre de ce qu'il a vu, ressenti, entendu, aperçu, dont il a eu l'intuition. Quelque chose qui est de l'ordre de l'inachevé, au terme de sens. Et c'est ça qui en fait sa force, sa puissance, et c'est là où il y a le souffle qui passe. Le souffle, on appelle ça la pensée, la divinité, la vie, quoi. Pneuma. Voilà, c'est là où il y a l'âme qui passe, la vie. Donc du coup, pourquoi on fait ça? Mais exactement comme les gens font des exégèses de textes sacrés à ce moment-là. Ils ne viendraient pas à l'idée d'un exégète indien de la Bhagavad Gita de dire ce que j'ai voulu, c'est de savoir ce que l'auteur a voulu raconter, et puis j'aimerais bien en savoir plus sur les conditions d'écriture, son époque, etc. Il n'est pas philologue, il est exégète. Donc ce qu'il pense, c'est que la Bhagavad Gita est un texte inspiré, que à la limite, la personne qui l'a retranscrite était peut-être très avancé, plus avancé que lui, de très loin, etc., pour avoir entendu, compris, senti tout ça, mais sa personne, il s'en fout. Et sa volonté, il s'en fout. Il pense qu'il y a à travers ça quelque chose qui va lui parler à lui aussi. C'est pour ça que ça a traversé les siècles, que c'est quelque chose qui est encore valable aujourd'hui. Et du reste, si on se contentait d'essayer de comprendre simplement
mettons, ce que Shakespeare avait voulu dire dans une de ses pièces, bon, ce serait peut-être... on en arriverait peut-être à des trucs du genre, oui, mais il a fait rentrer le personnage à ce moment-là parce que cet acteur aime bien rentrer en troisième acte. Enfin, il y aura beaucoup d'explications profanes. Mais ce qui passe à travers la pièce des siècles et des siècles, je n'invente rien. Enfin, quand je dis une banalité, Borges il disait ça, il dit Hamlet est plus riche aujourd'hui de tous les gens qui l'ont vu depuis que Shakespeare l'a écrit. Quand je regarde Hamlet, non seulement je vois un Hamlet qui nourrit de toutes les lectures que j'ai pu faire d'Hamlet, mais aussi qui nourrit de toutes les lectures que la personne qui le joue a faites. La personne qui le joue elle-même est nourrie de tout ça. Et des fois sans le savoir. Des fois, elle a juste entendu quelque chose qui... Enfin, le Hamlet d'aujourd'hui, il disait le Hamlet d'aujourd'hui est meilleur que le Hamlet de l'époque. Enfin, il est meilleur selon nos critères. C'est-à-dire il est plus plein, il est plus riche, il est plus vaste. Donc on fait tout ça aussi parce qu'on est persuadé qu'on contribue, chacun à sa modeste mesure, chacun à sa mesure, qui est une mesure humaine, très humaine, pleine d'imperfections, pleine de limitations, pleine de conneries aussi, pleine d'incompréhension, pleine d'à peu près, pleine d'approximations, à nourrir des choses qui, à un moment, ont été pour nous ce qui nous a fait vivre et ce dont on pense qu'il faut que ça continue, enfin, dire que c'est encore une source de vie très importante, qu'il y a encore là-dedans quelque chose qui va permettre à la vie, au souffle et au cosmique, quoi, de traverser. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. On le ressent pour soi, on essaye de le transmettre pour les autres. On voit un exemple classique, connu, qui est le nombre incroyable d'interprétations plus ou moins délirantes qui ont été faites sur Shining. Donc il y a eu ce film de Rodney Ascher, Room 237, où on voit 7 ou 8 types qui ont produit des théories plus farfelues les uns que les autres sur ce qu'ils ont vu dans Shining. Et ce qui est intéressant là-dedans, enfin comment dire, c'est pas d'en suivre une, c'est que finalement chacune, quand bien même elle est limitée, elle nourrit la totalité. C'est-à-dire que celui qui est persuadé que tout Shining est sur la revanche des Indiens morts, en gros, quoi. Le fait que ce soit sur un cimetière indien et qu'il faut regarder les boîtes de haricots avec les têtes d'Indiens, les photos d'Indiens dans les halls, etc., qui interprète tout ça. Celui qui pense que tout est sur les Américains qui ne sont pas allés sur la Lune et qui va regarder Apollo, le t-shirt de l'enfant, etc. Bon, ils sont tous, en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'ils sont tous obsédés par l'idée que le film vient leur révéler quelque chose qui les obsède. Donc du coup, qu'est-ce que ça amène comme idée? C'est qu'en fait, le film est là-dessus. En tout cas, le film produit ça. Je dirais même Shining est le film qui parle le mieux du fait que le film parle le mieux de ce qui vous obsède. Parce que c'est ça l'idée de la Room 237. C'est une pièce au milieu de l'hôtel où il y a ton cauchemar, où il y a ce qui va te faire peur, où il y a quelque chose. Et on tourne tous autour de ça. Quand on regarde le film, moi, ce qui m'avait marqué, parce que je l'avais revu un nombre incalculable de fois, c'est qu'à chaque fois, l'image qui me faisait le plus peur, c'est celle que j'oubliais et que je revoyais à chaque fois. Donc l'image avec l'homme déguisé en ours qui s'apprête à faire une fellation à un vieux monsieur. Et qui est un truc qui va très vite, hein, ça dure une poignée de secondes. C'est Shelley Duvall, Wendy, qui le voit en montant les étages avec son couteau et qui redescend. Et donc il y a juste cette image avec un zoom. Et puis ce truc-là est relié à rien d'autre. Donc du coup, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment enregistrer. Enfin, c'est très intelligent comme truc. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans le film qui renvoie ça comme ni comme symbolique, ni comme sens, ni machin. Et donc du coup, le spectateur le voit et l'oublie assez vite. Mais en même temps, il se souvient qu'il a été choqué par une image qui allait très vite et qui était assez effrayante. Sauf si on aime avoir des fellations par un gros homme déguisé en ours. Et c'est cool. Désolé. Et bon, ok. Bon, et l'idée c'est que... Bon, mais l'idée c'est que en fait, j'ai perdu un peu le truc, mais quoi, je vais retrouver. Le fait qu'on l'oublie crée le trouble qui fait que le film va vous travailler.
Et donc tous ces éléments-là, en fait, viennent vraiment, commencent à éclore vraiment avec l'accumulation des interprétations différentes sur le film. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une interprétation, même la plus délirante, même la plus échevelée, même la plus, on peut dire, à côté des clous possible, qui ne contiennent pas, d'une certaine façon, quelque chose qui va éclairer le film lui-même. Ça, c'est ce que je pense. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, quand j'aime quelque chose, je vais sur Internet voir aussi tout un tas de théories alternatives. Et je suis toujours passionné par celui qui est persuadé du truc le plus bizarre, quoi. Je dis, ah bon, il y a ça? Et ça m'intéresse. Des fois, je commande le livre, s'il a fait un livre auto-édité et tout ça. Et oui, ma bibliothèque commandait un enfer. L'enfer là, de ma bibliothèque peut être intéressant. Mais quoi. Et surtout, c'était à l'époque de livre sur Led Zeppelin, où ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, parce que Led Zeppelin, comme ils ont été accusés d'avoir Stairway to Heaven à l'envers était truc au diable et tout ça, un truc vraiment, c'est très très difficile à se figurer, tellement composer une chanson pour pouvoir placer le souffle de ces paroles à l'envers. Enfin, à niveau technique, c'est de l'ordre de... C'est inconcevable. Mais quoi, ça a produit une abondante littérature de dénonciation. Et donc ça, c'est des livres que j'ai commandés, que j'ai lus. Des fois, en plus, il y avait des témoignages. C'était des types qui disaient Led Zeppelin m'a amené à prendre de la drogue, etc. Regardez, qui expliquaient. Donc tout ça nourrissait, même si ça me semblait même morbide, même un peu triste, même... ça nourrissait un côté kaléidoscope de tout ce qui serait possible par rapport à ça. Et c'est bien de prendre les formes extrêmes, parce qu'au bout d'un moment, il y a un frottement qui va se produire, et où on va dire, ok, personne ne déconne sans raison. C'est comme par rapport à une question liée à la folie ou tout ça. Il y a toujours des choses qui sont lisibles en termes de compréhension, mais c'est un truc qui a produit du trouble, et a produit de la désorientation, a produit de la violence ou de la perte de repères ou de la souffrance. Mais comme quand on lit des textes de ce qu'on appelle les fous littéraires ou les textes à Ziller, on se dit putain, lui il a compris un truc sur l'électricité qui est incroyable, ou lui il a vu un truc sur ce que c'était que véritablement être dans l'époque de Napoléon III, qui est vraiment pertinent ou étonnamment poétique, etc. On vient encore à l'idée que c'est inspiré à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui le dépasse. Si on aime, il y a beaucoup de gens qui aiment ça, dont évidemment Raymond Queneau, André Blavier et tout ça, les textes des fous littéraires, c'est pas parce qu'on pense que ces types-là sont en train de composer une œuvre parfaite, maîtrisée, contrôlée. C'est pas l'auteur, c'est qu'ils se disent il y a quelque chose qui passe là-dedans, qui est de l'ordre d'une révélation, qui est parfois très dur à porter pour celui qui l'a eu, qui est parfois comique, parce qu'elle est absurde, parce qu'on rit évidemment, toujours quand on lit des textes de fous littéraires, on rit beaucoup. On se dit, c'est des trucs genre les trucs sur le soleil qui a un anus géant qui fait des excréments tous les jours, etc. On peut lire des trucs comme ça. Ça peut être vraiment drôle en même temps dans les visions que ça peut produire, mais tous les trucs sur les animaux espions. Il y avait des types qui disent que un groupe de petits chiens qui venaient l'espionner, qui étaient envoyés par les jésuites, par exemple. Il y a beaucoup de trucs de parodie sur les jésuites. Donc les jésuites avaient envoyé un groupe de petits chiens qui venaient tous les jours et qui des trucs comme ça. Alors on est mort de rire, c'est sûr. Et en même temps, c'est de la souffrance. Et en même temps, il y a du sens et tout ça. Et donc c'est ça qu'on cherche à ce moment-là. On cherche quelque chose qui nous dépasse. Et donc on se dit qu'en passant du temps là-dessus, on finira par et puis même c'est pas le cas, en fait, c'est comme l'idée de à force de chercher, on vit. J'espère un petit silence. Ça va, c'était pas obligé. Du coup, il y a une question évidemment qui est importante. Tu l'as dit toi-même, depuis Poppermost jusqu'à la victoire des 100 rois. C'est vrai qu'à chaque fois, une forme ou l'autre de texte, que le texte soit visuel, qu'il soit sonore, qu'il soit écrit, etc., ou que ce soit même de la bande dessinée dans le cas de Matt Conture. La question que j'ai envie de te poser, pour toi, est-ce qu'il est possible, c'est vrai qu'on a l'habitude de laisser bavard de la personne qui parle un petit peu de son depuis comme ça,
sort de son chapeau, sa vision du monde, etc. Bon, on en connaît plein, on en connaît trop. Est-ce que pour toi, tu considères ça comme une espèce de presque de propédeutique pour éviter la connerie, ou j'en sais rien, d'avoir cette espèce de choses comme ça auxquelles te rattacher, ce texte de base à partir duquel tu peux déconner sérieusement, pour reprendre à peu près ce que tu as dit tout à l'heure, ou en tout cas effectivement partir dans des directions très lointaines qui peuvent avoir l'air délirantes mais qui sont construites de manière très sérieuse, l'un n'allant pas sans l'autre, bien évidemment. Donc la question, c'est celle-là, en fait, c'est celle du statut, au fond, de ce... Voilà, tu le dis toi-même, ton travail, c'est un travail d'exégèse, donc exège de quelque chose. Le statut de... Voilà, mais envisages-tu voilà, c'est ça, envisages-tu la possibilité qu'il n'y ait exégèse de rien, d'une certaine manière? Non. Enfin, pour les autres, oui, pourquoi pas, mais pour moi, non, c'est pas possible. Parce que, en fait, une part de ma pratique tient à apprendre à lire ou à regarder ou à... ça pourrait être des exégèses de choses que je n'aime pas, mais ça produirait autre chose. J'ai essayé, comment dire, à un petit niveau, à des petits endroits, de faire, par exemple, comme dans le livre sur Harakiri, il y a une section où il y a une exégèse de l'émission Droit de réponse de la fin de Charlie Hebdo en 1982. C'est une émission qui me passionne, mais que je trouve totalement enténébrée, quoi. Qui est un truc que je trouve horrible, où au milieu de l'émission, Choron se fait virer, il est exclu de l'émission qui parle de la mort de la revue qu'il fait. C'est des gros cons pardon, c'est méchant de dire ça, mais c'est Jean-François Kahn et Dominique Jamais qui parlent quasiment tout le long de l'émission. Enfin, ils ont 40 minutes quasiment à eux deux, alors qu'il y a 10 minutes de Cavana et Choron n'a jamais de micro. Et c'est Tapie qui termine, c'est Bernard Tapie. Et donc c'est l'émission de Pollack. Pollack qui a une excellente réputation, première apparition de Bernard Tapie de l'histoire de la télévision. Absolument, c'est la première apparition de Bernard Tapie dans les... Alors c'est une émission que je trouvais passionnante, que je regardais avec des amis, qu'on regardait ensemble pour réfléchir à qu'est-ce qui avait pu se jouer, etc. Et tout ça. Et déjà, beaucoup plus jeune, quand je faisais un fanzine de bande dessinée, c'était un dessinateur qui avait aussi été un type de Harakiri, Karali, qui avait la vidéo, qui avait amené. On l'avait déjà regardé quand j'avais 13-14 ans, avec des dessinateurs et tout ça. Et on faisait pause, et on commentait, et on disait mais c'est incroyable, on se rend compte ce qui est en train de se jouer, etc. Donc il y avait un côté, prendre un objet comme celui-là et essayer de l'analyser aussi. Mais le truc, c'est que c'est très instructif, mais ça rend ténébreux soi-même. C'est-à-dire que qui passe beaucoup de temps avec des choses qu'il n'aime pas finit toujours un peu par leur ressembler. C'est très difficile. Enfin, disons, le contraire est très rare. Il faudrait être un très grand yogi. Et puis, en fait, il faudrait aimer tout ce qu'on n'aime pas aussi. C'est-à-dire qu'il faudrait aimer jusqu'à ce qu'on n'aime pas. Bref. Mais... le truc, c'est que là, c'était très intéressant parce que c'était rempli de sens, mais le sens que ça m'apportait était un sens qui avait un sens politique ou historique ou de l'histoire de... grosso modo, ce à quoi ça aboutit pour moi, c'était l'idée que la génération suivante, tout guerrier doit s'attendre à ce que les enfants de son ennemi récupèrent ses techniques s'il avait gagné. Donc grosso modo, la transgression ou ce que l'esprit subversif de Harakiri allait justement être utilisé par les personnes mêmes qui allaient perpétuer le règne que Harakiri avait tenté de combattre. Donc c'était ça l'idée. Donc du coup, Tapie à la fin qui dit mais je vais peut-être racheter votre journal et puis je vais vous aider, etc. Vous savez, un patron aujourd'hui, ça ressemble plus à un membre de Harakiri. C'est ça qu'il dit dedans. Un patron aujourd'hui, vous savez, ça ressemble plutôt à Cabu ou à Réserve, machin. Et c'était et eux, ils ne le voient pas comme un ennemi puisqu'ils leur parlent avec leur langage. Tandis qu'ils voient bien en quoi Dominique Jamais ou même Jean-François Kahn sont des espèces de types horribles, mais ils le voient pas sur Tapie parce qu'ils peuvent pas voir de la part d'un jeune qui à ce moment-là sait utiliser leur langage, en tout cas ils peuvent pas voir à ce moment-là. Donc c'était une émission passionnante. Mais les conclusions à laquelle ça aboutit sont des conclusions qui sont malgré tout mortifères. C'est-à-dire qu'on arrive à des trucs où on se dit putain ça marchera jamais, on se fait toujours avoir. On arrive à des trucs qui sont des trucs très noirs si on fait ça. Tandis que si on part de choses qui elles-mêmes nourrissent votre vie ou vous rendent déjà plus
fort ou plus heureux ou plus pas lucide, mais il y a une lucidité qui ne soit pas une lucidité négative, une lucidité qui soit aussi une lucidité capable de voir aussi la beauté ou de trouver des solutions, alors le fait d'y passer beaucoup de temps, comment dire, ça devient de l'amour, on est heureux. On est heureux. Et je pense qu'on peut enfin, si on est doué, je pense que quelqu'un qui ferait ça très doué pourrait le transmettre aussi, pourrait transmettre une part du bonheur qu'il a reçu, une part de joie, une part de l'amour qu'il a reçu. Et ce serait quelque chose que de l'ordre de la... oui, c'est les prendre comme des textes sacrés, mais pas en termes de textes sacrés, en termes de textes d'autorité, justement. C'est là où on peut arriver à la question des gnostiques, c'est-à-dire ces textes sacrés, pas comme des textes d'un seigneur qu'on admire et qu'on regarde, etc., mais comme quelque chose qui parle directement à l'intérieur du cœur et qui ne peut faire que grandir. C'est-à-dire on est en train de nourrir son propre cœur. On apprend à voir plus, on apprend à entendre plus, on apprend à comprendre plus. Moi, une série comme Lost, si j'ai écrit un livre dessus, et puis ensuite je participais avec Sarah Achtuel ou Claire Cornillon à chaque année une journée sur Lost. On fait ça dans une université en France. On fait une journée Lost et on ne travaille que sur un épisode et on a préparé un peu pendant toute l'année. Et donc on arrive et on propose tous notre exégèse de l'épisode. C'est parce que Lost, ça m'a amené, à aimer plus et à comprendre plus, même dans les choses que je n'aimais pas, pourquoi elles avaient lieu, comment elles pouvaient ne pas avoir lieu, quelle était ma responsabilité dans qu'elles avaient lieu. C'est-à-dire que c'était des fictions qui opéraient vraiment comme un miroir du monde que je vivais. En plus, ce sont des œuvres qui sont contemporaines. Dès qu'elles sont contemporaines, le caractère, il y a un truc qui est très évident. C'est-à-dire que ça passe tout de suite. Et ensuite, parce qu'on a tout de suite, on va dire, le background, on n'a pas à le reconstituer. Lost, j'avais pas besoin de créer une transe pour pouvoir le voir. Ça me parlait directement un mec en face, quoi. Et donc tout de suite, je disais, ok, il y a tout ça, ça traversait. Et c'est pour ça, disons que si on fait ça avec Sarah ou avec Claire, c'est parce qu'on a l'impression, quand on sort de ces journées Lost, quand j'ai écouté ce qu'a fait Claire, quand j'ai écouté ce qu'a fait Sarah, il y a d'autres gens, hein, on n'est pas que trois, il y a Braillac, Florent, Vladimir, mais ils sont pas chaque année, disons, et puis c'est ouvert, vous pouvez postuler si vous voulez. Si vous avez des trucs à dire sur des épisodes de Lost, vous êtes les bienvenus. Ça se passe où d'ailleurs? En Bretagne, Rennes. À Rennes 2. Bref. Et l'idée, c'est que quand on sort de ces journées, on a l'impression on est prêt pour affronter le monde. Quand on est là, genre, yes! À partir de demain. Voilà, vous avez compris. Dernière question, peut-être avant de passer la parole publique. Pourquoi est-ce que du coup tu as ressenti quand même le besoin à un moment donné, malgré cette espèce de cet effet de plénitude que tu décris de cet exercice, c'est un exercice au fond, du yoga, oui. de l'essai, Oui. cette espèce de moment comme ça de la fiction qui a été Soap Apocryphe ou bien les 6 livres du King, cette espèce de feuilleton satirique. Oui, il y en a 5, mais tu peux dire les 6, c'est pas grave. Le 6e... Ouais. Le sixième, c'est mon livre. C'est mon livre. Voilà, c'est ton livre à toi. Le besoin comme ça c'était quoi? C'était une récréation, bien c'était justement, il y avait encore d'autres possibles que cette forme-là comportait, ou bien de quoi s'agissait-il? En fait, Soap Apocryphe, c'est presque le brouillon, le carbone de la victoire des 100 rois. Alors, le moment où j'avais écrit ce roman Soap Apocryphe, c'est un roman. Bon, j'en suis pas super fier. Hein. Non, je trouve que je suis moins bon à la fiction qu'en essai. Enfin, je sais pas que je trouve bon aux essais, mais disons que je vois plus facilement dans mes fictions à quel point ça pourrait être mieux, et je suis pas capable de le faire. Donc je suis là en train de dire putain, si j'étais voilà, bref. Et donc, bon, Soap Apocryphe, je veux pas commencer à fouetter, c'était très pénible. Mais l'idée du roman, en fait, le roman raconte un groupe de personnages qui s'apprêtent à faire l'exégèse d'un écrit apocryphe, un écrit gnostique inconnu qui vient d'être retrouvé. Mais et donc c'était à ce moment-là la seule manière que j'avais trouvé de pouvoir vraiment rentrer dans les questions liées aux 100 rois, les questions liées au gnostique. J'avais pas trouvé la forme. Vraiment, j'avais pas trouvé la forme. Parce que comme je voulais aborder des textes sacrés, j'ai l'habitude d'aborder des textes, des œuvres modernes, qu'on pourrait dire profanes. Pour moi, elles ne le sont pas, mais je
sais pas, pour un journaliste de l'Observatore Vaticano, je pense qu'un disque des Beatles c'est profane. Sinon c'est pas ce qu'il fout dans la rédaction du l'Observatore Vaticano. Voilà. Donc pour quelqu'un qui est un type de l'institution religieuse, c'est des œuvres profanes. Mais pour moi elles sont sacrées. Mais comme elles sont profanes, je peux avoir un rapport à elles sacré. Comment dire, que je peux composer, que je peux construire. Mais quand il s'agissait finalement des textes dits gnostiques, je ne savais pas comment les aborder. J'avais déjà commencé à écrire dans différents de mes essais des petites sections où je mettais en scène certaines figures. Simon le magicien, je le faisais déjà apparaître dans l'homme électrique. J'avais vraiment envie d'aller là-dedans. J'avais vraiment envie de raconter sur Simon le magicien, le conflit avec Saint-Pierre, les homélies clémentines, pourquoi Pierre est vraiment choqué quand Simon le magicien lui dit il y a deux dieux. Il y en a un qui est un mauvais dieu qui a créé le ciel et la terre, etc. Et puis il y a la bonne divinité, la vraie divinité qui est celle dont Jésus-Christ parle, mais Jésus-Christ, il ne défend certainement pas le Dieu que tu défends. Et comment Pierre est choqué, comment Pierre répond, et il dit si tu n'aimes pas Dieu Seigneur, tu ne peux rien aimer, tous ces trucs-là. Tout ça, ça me passionnait et je voulais y aller, mais je n'y arrivais pas, je ne trouvais pas la forme. Donc du coup, la fiction est arrivée à ce moment-là, a pris le relais, un peu comme... vous voyez l'idée que quand on... À un moment, comment dire, on disjoncte, mais il y a un truc qui prend le relais en soi. Quelqu'un de bourré, par exemple, mais il doit quand même rentrer chez lui. Alors, il ne sait pas comment, mais il est rentré chez lui quand même. Il y a un truc qui a pris le relais. Et là, c'était la fiction a pris le relais à ce moment-là. C'est-à-dire, grosso modo, j'étais arrivé devant une impasse en termes de réflexion, et la fiction a dit... je m'en charge, mais elle a fait quand même vraiment n'importe comment. Pas quoi, non, pas n'importe comment, mais quoi, pas. C'était, comment dire, elle a fait un pansement, quoi. Il y avait une blessure, elle a fait un pansement, ça continue à saigner, mais disons que ça m'a permis de tenir pendant les 10 ans. Je pouvais encore, le bras était pas mort, quoi. Donc du coup, après, j'y suis allé. Et alors, à quel moment tu trouves la forme de ton livre? Ça, c'est un truc intéressant aussi. C'est-à-dire que depuis le début, j'ai plusieurs idées d'essais futurs. En même temps, j'ai toujours fait mon dernier essai, et en même temps, j'ai quand même une porte de sortie. Bon, où j'ai un truc que j'ai envie de faire. Donc, je ne sais pas si je pourrais le faire. Je l'inclus déjà un peu dans l'essai que je suis en train de faire. 2, sinon, ça fait une espèce de teaser. C'est-à-dire que ça prépare le terrain pour un essai suivant. Donc, du coup, il y a toujours des sortes d'effets d'annonce. Et donc, c'est bien, les gnostiques, il y a eu 10 ans d'effets d'annonce. Mais il y a un moment où on trouve comment dire, à force de tourner autour, on trouve la forme. Et pour moi, ça passe souvent par une narration. Donc il fallait trouver la narration, il fallait trouver le rythme. Le problème d'un livre sur les gnostiques, c'est qu'il fallait à la fois que je sois longtemps, on va dire en Samarie, à Jérusalem, avec les apôtres, avec les premiers, tout ça. Il y avait un terrain qu'il fallait utiliser longtemps, sinon c'était insignifiant. Pour moi, ça ne résonnait pas si on ne les voyait pas presque. Et il fallait traverser en même temps 15 siècles dans le même livre. Et si possible, un livre pas trop long. Donc il fallait trouver un découpage du livre qui permette de rester sans avoir l'impression en même temps de stagner sur un truc. Il y a un côté, comment dire, la forme extrême aurait été, mais évidemment j'en suis incapable, la forme de Kubrick avec le début de 2001 avec les singes, et puis le lancer d'os, et puis on trouve le vaisseau spatial ensuite. Bon, c'était pas ça. Là, il aurait fallu entre le lancer d'os et le vaisseau spatial, quand même un résumé de l'histoire de l'humanité, mais en 20 minutes, quoi. Les grandes lignes. Les moments forts, les temps forts. Et donc c'était devant ces impossibilités-là que je me confrontais et de dire comment j'allais pouvoir raconter ce que j'avais envie de raconter sur eux. Donc le temps sur Jésus, le temps sur les gnostiques contre les premiers chrétiens, le temps aussi où on allait traverser l'histoire, le temps qu'on allait mettre sur les poètes du 19e siècle. Et à chaque fois, c'est quasiment un chapitre, quoi. Les poètes du 19e siècle et comment dire, l'impression que le savoir propre au texte de Nag Hammadi est en train de remonter. C'est un peu comme un récit fantastique.
C'est-à-dire, c'est comme la jarre a été, avec les manuscrits de Nag Hammadi, a été enfermée dans le désert, et il faut l'ouvrir à un moment dans le livre. Mais avant, il faut qu'on sente que ça va venir. Le truc, comme il y a des signes qui font que ils sont en train de creuser, et puis au bout d'un moment, le truc va ouvrir et on va avoir le contenu, et donc tout va changer. Et c'était ça il y avait cette forme-là aussi qu'il fallait trouver dans le livre. Donc il y a le centre du on trouve les textes de Nag Hammadi au centre du livre. Donc le chapitre au milieu du livre sur les gnostiques, et le livre de la découverte des manuscrits de Nag Hammadi en 1945. Donc en fait c'était simple, il fallait avoir toute l'histoire jusqu'en 45 en première partie du livre, deuxième partie du livre, 45 jusqu'à aujourd'hui. Mais on n'allait pas recommencer, c'est-à-dire comme on s'était arrêté longtemps, ça allait être ridicule de refaire. Donc du coup on allait faire complètement autrement. On allait passer par l'exégèse des textes de Nag Hammadi. À travers l'exégèse des textes de Nag Hammadi, on allait parler de l'homme d'aujourd'hui. Et on allait peut-être éventuellement recréer un peu d'histoire. Mais c'était tout de suite aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était 45 aujourd'hui, c'était le même temps. C'était plus un récit historique, mais c'était pris comme un tout dont les textes de Nag Hammadi allaient éclairer les rapports à l'amour, le rapport à la politique, le rapport à l'art et à l'exégèse. Il y a un chapitre là-dessus. Oui, c'est quasiment, je veux dire, c'est presque scolaire en fait. Ça doit pas se donner comme ça. Il faut que ça soit un peu plus. Mais quand on regarde sur le fond, enfin des fois le plan, si je redécoupe certains de mes essais. Et que j'enlève, je gratte, on va dire, la part narrative, le squelette va sembler assez simple et assez logique. Pour que ça puisse délirer vraiment bien. Aussi, à un moment, presque le corps est en train de se faire, enfin les formes sont en train de se faire, et puis on fait une ligne, on trace une ligne comme ça qui va être l'arc narratif, quoi. L'arc narratif est trouvé. Et si on enlève le machin, on retrouve très vite genre A rencontre B, baston, B. Voilà. Et donc c'est un exercice qu'on pourrait faire même sur des essais d'autres gens, etc. Et puis les penser sous une forme de redis-moi l'arc narratif. Même un livre de philo, ce serait comment comique, tu sais, tu prends Être étant de Heidegger et puis tu essayes de le raconter. Alors l'arc narratif de Être étant, les adjuvants, les opposants, c'est sûr qu'on peut le faire. Une dramaturgie de l'essai, ça je pense que c'est effectivement très très clair, spécialement dans le cas de ce grand fabricateur d'ennemis qui était Heidegger, du reste. J'ai un coup d'œil à l'heure, oui. Évidemment, enfin, voilà, j'ai 1000 milliards de questions encore à poser, mais j'imagine que vous en avez aussi. Donc, si jamais une en particulier vous brûle les lèvres, c'est le moment de la poser. Il y a un micro. Est-ce qu'il y a un micro qui circule ? Il n'y a pas de micro qui circule, mais c'est pas grave. Sinon, vous parlez fort. Oui. Ok. Je me demandais quand tu parlais de ton ami imaginaire. Oui. Ah oui. Super. Je te le pique ? Je peux ? Ok. C'est une excellente question et c'est un excellent sujet. Donc déjà, merci pour ça. Mais je me sens pas complètement autorisé à parler de Crowley parce que c'est pas, comment dire, je l'ai croisé souvent dans les sujets que je traversais, mais je l'ai jamais étudié en tant que tel. Donc j'ai pas non plus envie de stigmatiser l'homme lui-même ou l'œuvre que, honnêtement, dans les grandes lignes, je vois ce que c'est, ça, et j'y suis pas allé parce que je suis pas du tout dans ce trip-là, mais je veux pas non plus déformer.
Mais je dirais que là où il y a quelque chose d'extrêmement juste dans ce que tu as dit, c'est sur tous les mouvements occultistes ou la démarche de type occultiste qui en fait a amené à une espèce de sur-intensification de l'ego, qui est le contraire de la démarche initiatique. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des personnes qui utilisaient. Je parle donc pas de Crowley parce que je peux pas dire pour Crowley. C'est possible que ce soit ça pour Crowley. Voilà, tout ce que je vais dire, c'est que disons que ça m'est apparu de loin comme ça, donc je suis pas allé. Je me suis dit, le mec s'excite, pas la peine. Et en fait, ce qui est beau et intéressant et qui moi me touche dans, mettons, des grandes figures du soufisme ou la pensée indienne ou gnostique, où c'est la recherche de la délivrance, donc la forme qui est cherchée, qui est celle en fait où on se débarrasse de toutes ces formes égotiques, de cette intensification propre à la fois la jalousie, l'égoïsme, la possession, et l'agressivité, la colère. Au contraire, on essaye d'aller mieux et d'aider les autres d'aller mieux si on peut, ou globalement quelque chose une vie meilleure, quoi, une vie meilleure, un rapport meilleur aux autres, à soi et tout ça, et qui sont pas, à mon avis, inscrites dans cette démarche occultiste dont tu parles. Et je voyais ça aussi, beaucoup dans. Je suis plutôt allé regarder dans le New Age. Et donc dans tout l'apport théosophique du New Age, donc toute la façon dont la théosophie, Madame Blavatsky et toutes les figures de la société théosophique avaient déformé la pensée indienne, avaient déformé la pensée orientale en faisant quelque chose qui était vraiment de l'ordre de la surpuissance de l'ego. Et étaient allés vraiment dans une espèce de démarche où ils s'auto-racontaient qu'ils étaient... Comme vous voyez souvent des histoires aussi de gens qui se disent qu'ils sont réincarnés, qui sont des anciens pharaons. On a tous vu ça. C'en est caricatural. C'est des trucs qu'il y avait dans les émissions de Chavannes, quoi. Vous n'avez peut-être pas connu de Chavannes, c'est des trucs les merdes françaises. Mais quoi, c'était les plateaux télé où il y a quelqu'un qui dit vous croyez à l'incarnation. Oui, d'ailleurs, je sais que j'ai été Napoléon. Bref, qui sont que des espèces de rêves de gloire en fait larvés qui sont utilisés à l'intérieur de ce truc-là, qui sont pas du tout, qui sont pas du tout dans la démarche en fait de se délivrer progressivement de tout ce qui est limité et conditionné en soi, mais qui ont au contraire apporté plus de limitation, apporté plus de conditionnement, apporté plus de stress, apporté plus de colère, plus de ressentiment, de mécontentement. Et je dis pas que c'est facile de sortir. Au contraire, c'est pour ça qu'on est admiratif devant les gens qui arrivent à ne pas être comme ça. Mais donc moi je ne peux pas parler de Crowley lui-même, mais j'avais tendance à voir dans l'occultisme qui a été un peu trop mis en avant dans la dimension pop, souvent c'était le mauvais côté. Mais ce qui est formidable, et c'est là où les œuvres sont inspirées, c'est que quand bien même les artistes, eux, ont été nourris d'occultisme un peu cheap, ou de théosophie un peu cheap, ils ont produit des œuvres qui disaient autre chose. Et je pense, pour moi, un de mes artistes vivants préférés, et je ne suis pas le seul, qui est Lynch, David Lynch. Lui, il adore le Maharishi Mahesh Yogi, comme George Harrison avant, et comme Andy Kaufman, qui est probablement une de mes figures préférées, qui est la comédie sans être de la comédie. Enfin bon, ça demanderait vraiment plusieurs heures de demander ce qu'a fait Andy Kaufman. Mais que ce soit George Harrison, les Beach Boys, Andy Kaufman ou David Lynch, ils ont tous été nourris par le Maharishi Mahesh Yogi, qui est vraiment la pire, mais des formes dévoyées de l'hindouisme, qui est une des formes les plus dégueulasses, les plus bêtes, les plus agressives, les plus pseudo-scientifiques, avec des histoires de tout ça éprouvé par la physique quantique, que quand on pense, machin, etc. Des trucs qui sont grossiers presque. Et ils ont été nourris par ça, ils ont fait des œuvres qui ne sont pas à l'image du Maharishi Mahesh Yogi lui-même ou de ce qu'il a produit, mais qui sont, au contraire, qui sont capables de toucher
à des choses fondamentales et profondes et justes. Parce que dans la démarche artistique, il n'y a pas que ce qu'ils ont voulu y mettre, il y a aussi ce qu'ils ont accueilli en chemin et qui était autre chose. Oui. Ok. Cool. Dans ton travail, tu parles pas mal, tu te réfères pas mal à Guénon. Oui. René Guénon. Et donc, ce dont on vient de parler, c'est un petit peu, vous venez de parler, c'est un petit peu tu peux me tutoyer. Les figures, je parlais de vous ensemble. Ok. Les figures de la contre-initiation. Absolument. Ouais. Et en fait, par rapport à ça, moi, je me demande un petit peu toujours comment ton travail, dans ses références à la tradition primordiale, à cette idée de parodie, de spiritualité qui est vraiment en fin d'âge de fer finalement, que Guénon dit très clairement. Il dit bon voilà, ce sera une époque où on se vautrera dans le matérialisme et où la spiritualité sera une parodie de spiritualité encore pire que tout le reste, contre-initiatique. Et je me demande parfois, en faisant des liens aussi libres entre les plans, parce que je crois que c'est ça que tu fais aussi beaucoup, c'est jongler entre les plans, faire des liens constamment. Si tu communiques et comment tu es perçu, reçu, comment ton travail est reçu par des guénoniens un petit peu plus traditionnels ou par toute façon les gens qui étudient ça. Parce que moi j'avais l'occasion de parler à Françoise Bonnardel, qui te respectait beaucoup. Elle disait vraiment oui, non, mais Malcolm, c'est vraiment une espèce de chevalier comme ça qui va faire des grands liens entre les choses. Non, mais elle était très. Merci, waouh, ça me fait plaisir. Absolument pas, en plus, de façon très argumentée, très intelligente, on voyait que c'était sincère. C'était pas du tout. Il disait oui, non, mais je respecte beaucoup parce qu'il faut beaucoup d'audace et il rend ce truc vivant. Et je me demandais avec des gens, je sais pas, Vivenza, David Bisson, des gens qui font autorité en matière d'étude du travail de Guénon et de la tradition primordiale en général. Je sais pas, je peux pas très bien. En fait, j'ai assez peu de contacts. Et surtout, en général, les gens sont polis, donc quand bien même ils trouveraient que c'est complètement de la daube, ils vont pas. Et c'est rare qu'ils viennent pour te le dire, à part s'ils veulent te sauver, ou alors si vraiment ils t'aiment pas pour des raisons personnelles. Mais c'est très rare, donc je peux pas savoir. J'en sais rien. À vue de nez, je dirais que c'est pas ce qu'ils recherchent. Ils recherchent un savoir doctrinal. Moi, c'est pas ce que je fais. Je suis pas dans véritablement la recherche du savoir doctrinal, etc. Je suis dans une démarche qui est beaucoup plus non réglée, quoi, enfin qui est plus de l'ordre de l'errance. Donc ça a croisé à partir de Kabbalah, à partir du livre Kabbalah qui était le livre sur Led Zeppelin. En fait, entre L'Homme électrique et Kabbalah, c'était ces deux livres que j'ai écrits. À ce moment-là, j'ai découvert vraiment René Guénon et en même temps, j'ai découvert en même temps Henri Corbin. Et c'était les deux qui m'ont vraiment amené à beaucoup de textes sacrés, enfin qui ont été des sortes de je sais pas quoi, pas de mode d'emploi, ce serait vraiment les réduire, mais quoi, des types que je lisais à côté tout le temps. Si je lisais un texte indien, mettons si je lisais du Shankara, bon, bah, j'allais quand même voir Guénon parce que je me disais il va me traduire ça en occidental et ça sera pas mal fait, ça sera fait avec rigueur et tout ça. Et si je lisais un poème soufi du Rusbehan, mettons, et bah, je retournais dans mon Corbin et puis je voyais comment il déployait tout ça, et puis ça m'a aussi inspiré pour la façon de regarder aussi des films ou de lire des textes. C'est-à-dire que la méthode corbinienne aussi m'a beaucoup inspiré, mais je vais arriver tard à Corbin. Mais à partir de Kabbalah, il y avait vraiment aussi la façon dont Corbin faisait résonner les poèmes qui m'a beaucoup parlé, où il faisait monter des éléments de grand passé, des éléments très archaïques, où il faisait monter les éléments de Perse dans des textes d'islam soufi, ou d'islam iranien, mais mettons du 14e ou du 15e siècle, et là il faisait remonter vraiment des trucs de 5 siècles avant Jésus-Christ, 7 siècles avant Jésus-Christ, donc c'était des choses sublimes aussi de confrontation, donc c'est des trucs qui m'ont beaucoup marqué. Que ces choses-là m'aient nourri et m'aient beaucoup inspiré, alors là, il n'y a strictement aucun doute. Ce que pourrait en faire des personnes dont c'est le métier de travailler là-dessus, ou dont c'est la passion, ou dont c'est la voix, j'en sais rien. Je pense... Comment dire, je ne m'adresse pas à eux, vraiment. Je m'adresse plus à des gens qui, comme moi,
ont comme culture de départ Twin Peaks ou Led Zeppelin, plus que des gens qui ont été nourris initialement de la Bhagavad Gita ou de Rumi. C'est plus ça. Donc du coup, je pense que, et c'est logique, je suis plus lu par des gens qui sont des gens qui, à la base, ont été nourris par la culture. Alors c'est différent sur la Victoire des 100 rois, mais... En fait, c'est parce que Guénon est tellement dans un rapport à l'orthodoxie toujours, tout à fait. que tu es l'opposé de ça. Et donc C'est vrai. Intéressant de voir quelqu'un Oui. complètement aux antipodes se l'approprier. Oh, merci. Oui, ça te... Ma question, c'est Oui, mais toi, ça te choque pas. C'est pas un truc qui tu te dis non, pas, non, voilà. pas du tout, mais Oui. moi, je me dis, mais comment est-ce qu'il voit, comment est-ce que quelqu'un de plus traditionnel, on va dire, Oui. qui se vantile d'une lignée spirituelle, va voir ça? Oui, Ça je sais m'intéresse, pas. c'est curieux, c'est un point. Voilà, oui. Moi aussi, je serais surpris même que ça l'intéresse. Moi, je peux juste genre bon bah reste avec tes trucs, continue à jouer. Reste avec tes jouets, je retourne avec les grands moi. Hein. Mais non, mais et puis ce que j'aime c'est le frottement aussi de choses qui ne devraient pas forcément se rencontrer. C'est presque une rencontre qui m'intéresse. C'est-à-dire il y a un truc, j'en parlais avec Laurent, avant de venir, c'est-à-dire, sinon vous savez que j'avais parlé avec Laurent avant, mais c'était avant maintenant, quand on était au café, et qui était quand j'étais jeune, quand j'ai publié mon premier livre, Poppermost. À l'époque de Poppermost, premier livre, j'avais beaucoup de références de type philosophique. C'était pas fake, c'était vraiment ce que je lisais, mais j'avais beaucoup de références de ce genre-là. Donc il y avait beaucoup de Deleuze, Foucault, Heidegger, Nietzsche. C'est pas un truc que je comprenais très bien non plus. Hein. Si aujourd'hui je relis ça, je me dis oh là là, bah, dis donc, t'étais quand même un peu neuneux. Mais c'est pas grave, c'était ça qui était mes outils, mes instruments. J'avais pas du tout découvert ce truc-là. Et je me retrouve le livre sort et parmi des gens qui regardaient, il y avait un type qui a ouvert le bouquin devant moi. Et ce type-là était un jeune, peut-être un intellectuel, je sais pas, mais un jeune mec branché philo. Et il a ouvert le livre et il a dit, il a ouvert un peu méfiant, Beatles. Il a lu, il m'a dit, c'est bon, Agamben, Deleuze, Heidegger, je suis en bonne compagnie. Et c'est ce que je disais à Laurent, ça m'avait tellement choqué. J'avais trouvé ça tellement dégoûtant. Pardon à lui, j'espère qu'il est pas dans la salle, c'est pas toi. Pas toi, j'en sais que c'est pas toi. C'est pas la personne elle-même, c'est l'image que je m'en suis fait. C'est-à-dire que sur le moment, ça a cristallisé vraiment quelque chose que je voulais pas. Qui était en fait le fait de récupérer d'un plan de vue intellectuel quelque chose qui m'avait plu à un niveau émotionnel et d'en faire un produit chic. Et ça, c'était quelque chose qui m'avait fait horreur. Alors, entre celui-là et Économie Esquimau, ce que j'ai gommé toute cette espèce de background que je lisais toujours. Mais à ce moment-là, j'ai gommé, je me disais, ok, pas de citation de Foucault, pas de citation d'Agamben, pas de citation de Deleuze, tu vires tous ces trucs-là, tu vires tous ces repères parce que tu n'as pas envie que les gens t'aiment pour ça. T'as pas envie que les gens s'intéressent à ça pour ça. Parce qu'aussi, il y avait un truc qui était, d'un coup, à un niveau du jeune mec trendy et branché, ça me faisait penser à ce qu'il pouvait y avoir la même chose dans le rock quand je parlais de Zappa et qui était là, qui disait non, Zappa, franchement, je peux pas. Et qui parlait un peu plus et puis il disait non, moi, excuse-moi, mais c'est Lou Reed, Velvet. Et qu'il y avait un truc, il y avait aussi des sortes de dictats de ce qui était. Alors Led Zeppelin, je vous parle pas. Presque Zappa, à la limite, ça me rendait sympathique, ça c'est le farfelu. Mais alors Led Zeppelin, c'était les beaufs, quoi. Led Zeppelin, Black Sabbath, c'était vraiment ceux qui étaient les bourrins avec les grosses guitares et tout ça, ou les méchants. Ils détestaient. Donc il y avait, et j'avais cette image-là que je voyais transférer aussi à un niveau intellectuel que je voulais éviter à tout prix. Je disais, c'est pas. Si on s'intéresse, si moi je voulais faire des livres où je voulais une énergie qui soit proche de celle de Zappa, il fallait que j'évite de faire des clins d'œil complices à un public un peu trendy. Ça se recréait tout de suite, et puis moi-même je suis probablement ce qui peut se faire de pire en termes de bobo hipster, mais bon. mais je crois que vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, le fait de les avoir vidés le fait de les avoir enlevés a créé un vide, un gap qui allait être rempli par autre chose, parce que je ne pouvais pas éternellement juste me retrouver dans une espèce de désert référentiel. Et soudain,
du fait d'avoir fait le vide, de chercher ailleurs, d'avoir eu des trucs qui me s'étaient venus de Philippe Cadic et tout ça, d'intercesseurs qui venaient d'un univers imaginaire mais qui m'amenaient vers l'imaginal, comme tu as dit, je me suis retrouvé à lire Corbin et à lire Guénon et à lire Sohravardi et à lire Shankara. Et donc je me suis dit, mais c'est avec cet univers-là que j'ai envie de travailler. D'abord parce que ça me parlait à un niveau fondamental, et ensuite aussi sur la forme, parce que, comment dire, ça allait être complètement différent. Ça allait produire un truc complètement différent. Si on prenait Buffy avec Deleuze, on connaissait, en fait, d'une certaine façon. Même si ça n'avait pas été fait, on savait ce que ça allait donner. Mais si on prenait Buffy avec Guénon, qu'est-ce que ça allait donner ? Et ça marchait pour moi. C'est-à-dire que d'un coup, il y avait un truc, c'était fructueux. C'est-à-dire que c'était, si la fiction elle-même fonctionnait, elle pouvait aussi encaisser ça. Elle pouvait encaisser la tradition primordiale. Elle pouvait encaisser un savoir très doctrinal, une pensée métaphysique extrêmement complexe, composée, tout ça. Si elle ne pouvait pas l'encaisser, est-ce qu'elle était aussi forte que je le pensais ? Mais non, Buffy, elle peut prendre Guénon, elle peut dire « Ok, donne-moi Guénon et je vais aller buter un monstre avec ça. » C'était ça l'idée. C'était Guénon, à ce moment-là, apparaissait comme le Watcher, comme le Giles du livre, quoi. Il était là. Et puis, c'était... alors, c'est bien gentil tout ce que tu me racontes sur la tradition primordiale. File-moi une arme que j'aille dérouiller les putains de monstres que je vois en face. Et du coup, ça faisait opérer un tour complet à Guénon. C'est-à-dire que Guénon, qui était réservé quasiment à des hommes, Guénon est une pensée qui ne se veut pas politique, qui est contraire à un usage politique, qui a refusé un usage politique, qui est en général un usage politique qui est toujours fait du côté de la droite, voire de l'extrême droite, etc. Enfin bon, disons que c'est pas obligatoire, mais Guénon a pu donner cours à cet usage, surtout par Evola ou par d'autres penseurs de type traditionnel. Ça a donné ce truc-là. Mais si c'était Buffy qui prenait Guénon d'un coup devenait une arme aux mains d'une féministe. Qu'est-ce que ça donnerait ? Mais c'était très intéressant de faire ça. Pour moi, c'était extrêmement stimulant. Et j'avais pas l'impression. C'est-à-dire que je me dis, pareil pour Guénon, je me dis, c'est pas mal le traiter. Sa pensée, elle a pas besoin de moi. Elle existe en tant que telle. Si jamais je le fais rentrer dans cet univers-là, il va rentrer de façon un peu bizarre. Mais s'il ne veut pas, le truc ne marchera pas. Il y a un moment où le truc ne marchera pas. Ça finira par clasher, quoi. Grosso modo, il y aura une rupture de contrat, l'acteur dit « je rentre chez moi », etc. Je ne supporte pas le climat. Bref, voilà. Est-ce que ça te va comme réponse ? Une autre dernière, ultime question ou Lord, si au revoir a sonné. Bien, merci beaucoup, comme finalement d'être venu parmi nous. Merci à vous d'être venus si nombreux, mesdames et messieurs. Au revoir. Et voilà. Et donc, pour ceux d'entre vous qui en sentaient l'intérêt, je vous donne rendez-vous le 14 décembre ici même avec Peter Zendy. Et bonne fin de soirée. Merci encore. Merci.